Fatem Zara, bienvenue au Millennial Podcast. Bah, écoute, merci à toi de m'inviter. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Pareil, écoute, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. On a démarré une conversation passionnante juste avant, donc hâte de pouvoir échanger avec toi. Super. Voilà. Alors, on parlera, je pense, beaucoup de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur au Maroc. Ça nous empêchera pas d'aborder d'autres thématiques. Mais avant de plonger dans nos sujets de discussion, est-ce que tu pourrais nous parler de toi et permettre à mes auditeurs de te découvrir? Fatem Zahra Biez, moi je suis une passionnée depuis 10 ans maintenant par la transformation du monde du travail. Le fait que, alors à la fois il y a l'introduction de ces nouvelles technologies qui changent la façon dont on travaille, mais il y a aussi ce malaise qui était très profond, qui est très profond et qui existe chez les salariés qui n'arrivent pas à trouver de sens dans leur travail, qui n'arrivent pas à s'engager dans le quotidien. Et ça m'a poussé à creuser ces deux questions. Comment repenser le monde du travail, comment recréer de l'engagement, comment faire en sorte que chacun puisse euh, se passionner, enfin, trouver un travail en tout cas dans lequel il puisse se réaliser. Et d'autre côté, comment ce monde des startups et de la technologie rechange fondamentalement les façons dont on travaille. Ça, c'est deux sujets qui me passionnent depuis 10 ans maintenant, et sur lesquels voilà, je passe pas mal de temps à explorer et, à, et à travailler en fait au quotidien avec que ce soit des salariés d'entreprise ou des entrepreneurs, pour les accompagner dans leur chemin. Et cette prise de conscience pour toi, elle a commencé à partir de quand? Elle a commencé à partir de quand? Bah, ma première entrée dans le monde du travail, qui a été, je pense qu'il y a un décalage énorme en fait entre la façon dont on peut concevoir le monde du travail et ce que ça va nous apporter, puis la réalité du terrain qui est assez différente. Personnellement, j'ai toujours voulu travailler dans un environnement où je pouvais apporter des réponses à des problématiques nationales liées à de l'emploi ou l'éducation, ou des sujets économiques, en tout cas des sujets pour moi qui pouvaient avoir un impact à l'échelle de millions de personnes, qui pouvaient vraiment transformer le quotidien. Et une fois en entreprise, ben, c'était pas du tout ça. Donc je pense que c'est aussi une question peut-être d'orientation ou de compréhension de ce que c'est que le monde du travail, de ce qu'on attend de nous en tant que salariés dans le monde du travail. Et donc, ça m'a fait me poser beaucoup de questions parce qu'autour de moi, la plupart des gens n'aimaient pas leur travail et ça me posait une question. Comment est-ce qu'on peut avoir 25 ans et ne pas aimer à ce point travailler, ne pas aimer son travail. Bah, dès mon entrée dans le monde du travail, c'est des questions que je me suis posées et qui m'intriguaient sincèrement. Comment est-ce que autant de personnes pouvaient passer autant de temps euh, sans se réaliser? C'est-à-dire qu'on passe 8 heures, 10 heures. Euh, Est-ce qu'on progresse ou est-ce qu'on attend sa retraite? Donc voilà, c'est des questions qui sont apparues très tôt dès mon entrée dans le monde du travail. Et selon toi, ce phénomène que tu observes, et je pense que nous sommes beaucoup à observer, il est dû à quoi? Est-ce que c'est, je ne sais pas, une certaine mentalité régnante? Ça veut dire que tous, on est d'accord sur une certaine façon de voir le monde, et donc peut-être c'est notre façon d'orienter les enfants dans leurs études, etc., qui donne in fine ce décalage, ou est-ce que c'est autre chose? Je pense que c'est un problème qui se passe à plusieurs niveaux. Ça, mais il est vraiment sur plusieurs niveaux. Il y a le problème sur la personne, le problème par rapport à l'entreprise elle-même, il y a l'environnement dans lequel on a grandi, les études le bain dans lequel on a grandi. Euh, je pense que l'école ne nous prépare pas nécessairement à comprendre les enjeux du monde du travail. On a des choses extrêmement théoriques qu'on apprend pendant les années d'école. En tout cas,
quand j'y étais, et qui crée une espèce de décalage entre l'attente qu'on peut avoir par rapport à ce monde où, en fait, après les études, on est soi-disant habilité à manager, à partager ses idées qui sont nécessairement bonnes. On ne nous apprend pas à travailler en équipe, à écouter, à être dans ben, le respect quelque part d'une hiérarchie. Il y a enfin, je ne parle pas d'autorité, alors, mais beaucoup de personnes, surtout maintenant quand j'accompagne beaucoup de jeunes étudiants et qui parlent de leur retour d'expérience en tant que stagiaire, ils vont dire Anna, je ne veux pas que quelqu'un me donne des ordres. Oui, ben, comment on fait pour travailler alors il y a bien quelqu'un qui doit dit exprimer euh, des demandes et puis il y a bien des gens qui doivent réaliser, et en anglais on dit exécuter ce travail. Exécuter, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est faire ce qu'on est censé faire et le faire du bien et du mieux qu'on peut. Donc il y a une espèce de décalage entre la perception qu'on peut avoir par rapport au monde du travail, à ce que nous on peut apporter, c'est-à-dire on a envie d'apporter plus, mais est-ce qu'on a les compétences et l'attitude et le bon état d'esprit, etc., pour pouvoir le faire. Et donc ça c'est d'un côté, donc il y a un décalage entre ce qu'on pense pouvoir faire et la réalité. Et puis de l'autre côté, ben, il y a l'entreprise qui n'est pas nécessairement prête aujourd'hui à accueillir bah, ces millennials, justement, qui ont des façons de penser, de réfléchir et de travailler vraiment différentes de ce qui pouvait y avoir jusqu'à présent. Et pareil pour génération X, Y, Z, il y a eu une évolution du monde du travail qui ne se traduit pas nécessairement dans les faits concrets au quotidien. Alors, Fatem Zahra, tu as eu un parcours brillant. Tu es diplômé d'une grande école de commerce. Tu as ensuite intégré euh, un, un cabinet de conseil, un grand cabinet de conseil. C'est vraiment un itinéraire dont beaucoup de jeunes rêvent. C'est un itinéraire aussi qui demande du travail, qui demande une certaine discipline, qui demande un certain engagement. De cette période-là de ta vie, qu'est-ce que tu en retiens? Moi, je pense que c'est une période qui m'a forgée et qui m'a appris à aimer le travail, à aimer l'effort, à considérer que euh, voilà, on travaille. Le travail est une valeur importante. Elle a toujours été au cœur des valeurs partagées par mes parents, pour moi, pour mes sœurs. Donc, je pense que cette période-là, on a été accompagnés par nos parents pour apprendre à aimer le travail et à le valoriser. Euh, Ces parcours enfin, j'aime pas ce mot, ces parcours de grandes écoles, c'est des parcours dits d'excellence. Euh, c'est des parcours où on nous forme à avoir un esprit critique, à pouvoir analyser son environnement et quelque part ben, à manager une entreprise, à manager des équipes. Donc, en fait, pour moi, il y a deux parties. J'ai adoré mes années d'études, vraiment. Moi, j'ai adoré tout ce que j'ai étudié Mhm, jusqu'à la prépa. C'était incroyable, c'était très challenging intellectuellement. mhm. Et j'adorais ça parce que du coup, voir progresser de semaine en semaine, apprendre, grandir, voir ses connaissances grandir, c'est quelque chose qui m'apportait beaucoup de plaisir personnellement. Euh, les années d'école de commerce, c'était des années plus difficiles parce que ce qu'on apprenait était beaucoup moins concret pour moi. J'avais jamais travaillé en entreprise, donc quand on vous dit, par exemple en marketing, oui, il faut segmenter la clientèle pour vendre quelque chose, ça paraît banal ou limite bête. Oui, il faut segmenter, oui, il faut communiquer, d'accord. Mais comme on le fait concrètement, la réalité, elle est dans la mise en place opérationnelle. Donc la façon dont euh, donc j'ai appris, mais je ne savais pas comment concrètement utiliser ce que j'avais appris en école de commerce. D'ailleurs, ce n'est que quand j'ai lancé ma propre entreprise que je me suis entièrement reformée à toutes ces méthodes-là, parce que là, c'était concret. Là, il faut trouver son premier client, c'est pas du tout un truc théorique. Donc, comment on fait pour trouver son client, comment créer sa communauté, comment engager les gens, comment communiquer, comment segmenter, etc. Là, ça devenait vraiment concret. Et ce que j'apprenais
puisque j'avais un projet réel, parce que j'apprenais était directement utilisé de manière opérationnelle. Tu apprends et tu testes en direct. En école de commerce, un peu moins, mais c'était extrêmement intéressant. Et puis le monde du conseil, c'est un monde qui est extrêmement formateur, puisque c'est un monde voilà, extrêmement processé, où on apprend à réfléchir dans un certain cadre, où on est accompagné. J'ai eu le plaisir d'avoir des managers qui m'ont accompagné dans mon parcours. Et en ça, c'est bien. Maintenant, moi, j'avais pas trouvé ma place dans le monde du conseil parce qu'il correspondait pas forcément, justement, à ma vision de ce changement du monde du travail. Ok. Alors là, effectivement, tu as fait un switch du monde, on va dire, du salariat vers le monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, il y a un événement important dans ta vie, puisque je t'ai écouté en parler dans un précédent podcast où tu avais fait une période où tu l'as consacrée au voyage, en fait. Tu as une sorte de coupure ou je ne sais pas si on peut dire année blanche. Et c'est là où est venu le switch. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, j'ai eu 2 années blanches, on veut Ok. dire. En fait, ne sachant pas bien vers quoi je voulais aller, en étant convaincue que ce monde-là, en tout cas tel qu'il existait, ne correspondait pas du tout à mes croyances, et pour moi, c'était extrêmement important d'être alignée. Ok. C'est-à-dire, ce en quoi je crois doit correspondre à ce que je fais au quotidien. Je ne peux pas croire à quelque chose et faire quelque chose de fondamentalement différent. Alors justement, ça, c'est venu comment, le fait d'avoir cet alignement? Parce que c'est pas naturel chez tout le monde. Écoute, c'est parce que c'était un mal-être. J'étais pas bien dans mon travail, donc alors je me suis dit, mon- est-ce que je me vois rester comme ça jusqu'à quand? C'est-à-dire en fait, j'ai passé 5 ans, chaque année je me disais ça ira mieux l'année prochaine, ça va pas mieux. Hmm. Donc à un moment, est-ce qu'on continue comme ça encore 10 ans, 15 ans? Où on se dit pause. Alors, se dire pause, c'est pas évident, hein, c'est pas parce que du coup, il y a après personne qui va vous encourager à faire pause. Ça peut être assez fou de lâcher son travail, tout ce qu'on a construit pour chercher pour les gens rien, c'est-à-dire pour faire quoi? Se balader. Concrètement, à quoi ça sert? Hmm. C'est pas évident. Hmm. Par contre, pour moi, ça a été la meilleure décision de ma vie parce que ça m'a appris à prendre un risque, à me rendre compte que, bah, au final, quand c'est un risque qui est préparé, quand on se prépare en fait à prendre un risque et qu'on est outillé, ben, ça vaut le coup parce que du coup, ce qu'on trouve est bien meilleur que ce qu'on a laissé. Ou en tout cas, ce qui compte, c'est vraiment cette notion d'apprentissage. Comment je vais me transformer au final dans ce chemin plutôt que juste atteindre un objectif qu'on a fixé pour nous. Donc, moi, j'avais envie de savoir qui j'étais et enfin, qu'est-ce que j'étais censée faire comme travail, dans quoi est-ce que j'allais pouvoir me réaliser tous les jours. Parce que me réveiller le matin en n'aimant pas mon travail, c'était pas possible. Et autour de moi, il n'y avait que ça. Et en vérité, en voyageant, j'ai vu que, ben non, ailleurs dans le monde, il y a des gens qui adorent leur travail, qui s'épanouissent, qui vivent de manière extrêmement sereine leur travail, qui sont excités le matin en se réveillant. Il se trouve que ceux que j'ai croisés, c'était souvent des entrepreneurs ou des gens, enfin souvent des entrepreneurs d'ailleurs, des jeunes start-upers. Et ce monde-là m'a fascinée. C'était pas du tout un monde que je connaissais, donc c'était en 2010, il y a 10 ans maintenant. Et c'était pas un monde que je connaissais, rien ne m'avait jamais préparé à entreprendre. Quand j'étais à l'EDEC, il y avait genre 4 personnes qui sur une promo de, je sais pas combien on était, 400, 500, à avoir fait la majeure entrepreneuriat. Donc vraiment, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quelque chose de pas du tout attendu en fait. Hmm. Et donc ça m'a fait découvrir ce monde et ce monde m'a intriguée. Pourquoi? Parce que je croisais des gens qui me disaient, moi j'ai envie d'avoir un impact. Déjà cette question d'impact, c'était quelque chose de waouh, que ça veut dire concrètement. Et puis des personnes qui me disaient tout le temps, ben moi je cherche à résoudre des problèmes pour les gens, je veux créer une solution pour permettre à telle personne de vivre mieux, pour tels élèves d'avoir une solution plus adaptée dans l'éducation, pour. Et je trouvais ça intéressant comme façon de réfléchir. Et eux, en tout cas, avaient l'air un peu plus épanouis que les autres. Hmm. C'est pas toujours vrai, c'est un peu, je caricature. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça m'avait parlé. Ça m'a parlé et ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses. Voilà, comme j'ai dit, la prise de risque notamment. Et ces Euh, personnes-là, avec ce mindset, c'était dans un pays en particulier, dans une région particulière? Non? non, c'était pas.
partout où j'allais, j'avais la chance de croiser des gens incroyables, beaucoup de gens qui étaient freelance, qui étaient des digital nomades. Et donc, du coup, ben, chacun a son travail, enfin, gagne sa vie en voyageant. Enfin, voyage et gagne sa vie en même temps, plutôt, en travaillant à distance. Non, il y a des choses. C'est pas dans un endroit en particulier. C'était un mouvement qui était en train de se créer. Ok. Et peut-être qu'à ce moment-là de ta vie, tu étais aussi plus sensible peut-être à cette façon de voir les choses et cette façon de vivre peut-être. Des fois, les circonstances de la vie matchent avec le mindset. On dit souvent qu'on attire les choses auxquelles on pense et auxquelles on croit. Donc, Euh, é- Écoute, moi, j'ai, je pense qu'on ne décide pas grand-chose. Et moi, je pense qu'Allah nous guide dans notre chemin. Donc, pourquoi j'ai envie de voyager, c'était une décision c'était une certitude dans mon cœur. C'est pas, je sais pas si c'est moi qui ai choisi de voyager, c'est le voyage qui m'a choisi. Et il m'a permis de me transformer, et il m'a ouvert des portes, et il m'a permis de penser les choses différemment. Chaque rencontre que j'ai eue n'a jamais été le fruit d'un hasard. C'est le hasard des rencontres, mais il n'y a pas de hasard. Chaque personne a participé à modeler la façon dont je réfléchis. Peut-être que oui, j'étais prête à entendre ce qu'elle me disait, mais chacun a c'est des inconnus aujourd'hui, c'est-à-dire c'est peut-être quelqu'un que j'ai croisé hmm, 5 minutes dans une hmm. boulangerie ou un truc comme ça, mais qui va dire quelque chose et ça fait tilt dans ma tête et voilà, ça me permet d'avancer ou de voir les choses. Donc oui, je pense qu'il faut être prêt à entendre euh, les messages ou à voir les signes, mais ils sont là tout le temps autour de nous. Donc Et donc ensuite est venue pour toi cette volonté de devenir entrepreneur et donc de lancer ton premier projet en fait. c'est ça. Ouais, mon premier projet. Donc C'était ouais, en France, c'était en France ou au Maroc, Fatem Zara, le premier projet que tu as lancé? entre les deux. Le but, Ok, c'était d'être à cheval entre les deux pays. ok. Donc oui, c'est venu de là mon envie de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est là où j'ai découvert le monde des coworking space, qui était un monde qui me fascinait beaucoup aussi, parce que c'est un monde où il y a des talents, en tout cas là où j'étais, c'est des personnes qui venaient de pays différents, qui avaient des compétences extrêmement différentes. On pouvait trouver un avocat, un comptable, des ingénieurs tech, des designers, des personnes qui montaient leur projet. Et donc, cette diversité de profils, je la trouvais absolument fascinante, parce que globalement, on a plutôt tendance à être entouré de gens qui nous ressemblent. Là, j'étais avec des gens qui étaient fondamentalement différents, et c'est d'une richesse incroyable. Donc, en fait, je pense que quand on a envie de changer, c'est extrêmement important d'élargir son horizon et de rencontrer des gens qui sont différents de nous. Et donc, mon envie entrepreneuriale, je savais pas ce que j'allais faire en fait. J'avais pas un projet précis en tête, mais je savais que j'avais envie d'explorer cette piste-là. Et donc, j'ai mis un certain temps avant de trouver un premier projet sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps, pendant un an, qui n'a pas abouti et qui m'a permis de faire un certain nombre d'erreurs importantes. Donc, j'ai tiré des leçons et qui m'ont permis par la suite de construire New Work Lab. Et donc, du coup, voilà, l'entrepreneuriat pour moi, c'est, euh, c'est pas tellement le fait aujourd'hui de créer une entreprise, c'est vraiment un état d'esprit. Mm. C'est avoir un état d'esprit de quelqu'un qui construit, qui challenge, qui avance, qui prend des risques, qui est dans l'apprentissage continu. Et donc, vraiment, pour moi, c'est une attitude avant même d'être un métier ou un titre. C'est un état d'esprit, une façon de voir les choses, une façon d'agir. Alors c'est marrant, moi récemment j'ai pris un peu plus conscience de ça quand j'ai reçu Samir Skif. Samir est un Marocain qui est basé en Indonésie, en Asie du Sud-Est,
et donc travaille dans une start-up. Et c'est marrant comment, quand il parlait de son travail, de son comportement, de son day-to-day, comment il était différent du mien. Moi, je suis salarié au sein d'une entreprise et donc quand il parlait de sa façon de voir les choses, sa façon, c'est-à-dire qu'il acte à chaque moment comme un patron en fait. Mm. Et donc, c'est là où j'ai pris conscience de cette différence de mindset entre le corporate et entre la startup. Et en fait, en corporate, c'est cette mentalité qu'on essaye de rechercher, d'avoir cet engagement que chacun d'entre nous, de chacun des collaborateurs se comporte comme un patron en fait de l'entreprise. C'est plutôt quelque chose de parfois difficile à avoir. Tu voulais dire quelque À chose? avoir, tu veux dire? Non, non, en fait, à avoir, c'est-à-dire à avoir en tant que salarié ou là, à avoir en tant que... À avoir en tant que salarié. Aujourd'hui au Maroc, tu veux dire? Oui, tout à fait, ouais. Euh, Clairement. Et encore une fois, c'est toute la question. C'est pour ça que moi, vraiment, le monde de l'entrepreneuriat me fascine et le monde des startups me fascine. Pas tellement pour encourager les gens à entreprendre. Vraiment, l'entrepreneuriat est beau et en même temps difficile. Rien ne nous garantit que l'entreprise va prendre. C'est quelque chose de complexe et on a un environnement économique qui n'est pas toujours très favorable. Donc, entreprendre pour entreprendre n'est pas facile. Mais c'est une belle aventure, Zama. Quiconque veut s'aventurer et tester, et je ne peux que l'y inviter. En revanche, je pense qu'avant même de tester l'aventure entrepreneuriale, rien ne nous empêche d'avoir cette attitude dans sa vie. Zama. C'est être entrepreneur de sa vie. Mm. C'est prendre les choses en main et arrêter d'attendre qu'on nous dise quoi faire et, euh, et être leader, aligné, responsable, ce que je te disais tout à l'heure, en accord entre ses pensées, ses faits, ses gestes, ce qu'on ressent, ça fait partie des qualités entrepreneuriales, de prendre les choses en main, d'être toujours en train de résoudre des problèmes, de se sentir investi d'une mission. Et donc, c'est pour ça que pour moi, au-delà de promouvoir l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment, ça a toujours été depuis le début, c'est promouvoir l'état d'esprit entrepreneurial. Mm. Parce que cet état d'esprit, on en a besoin à chaque couche Mm. dans notre pays. On ne peut pas avoir des gens qui soient assis en train d'attendre. Mm. Donc, quand quelqu'un attend que quelqu'un t'apporte une solution, eh ben, c'est pas entrepreneurial comme mindset. Donc, à partir du moment où on a délégué notre responsabilité à d'autres pour nous apporter une solution, ben, on n'est pas entrepreneur, on n'est pas en train d'agir, on est en train d'attendre, et comme si on nous devait quelque chose. Personne ne nous doit rien. Et donc, chaque personne peut apprendre cette attitude-là, et puis de voir aussi de chaque entreprise de repenser son environnement pour permettre à ceux qui ont envie d'être intrapreneurs ou d'avoir cette attitude-là, bah, de pouvoir les tirer vers le haut et les accompagner, ce qui n'est pas non plus très simple. Mm. Alors, c'est ce métier pour lequel tu t'es dédié actuellement avec New Work Lab. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet? New Work Lab. Yes. Alors, New Work Lab, comme le nom l'indique, c'est un lab sur New Work, donc les nouvelles façons de travailler. Donc moi, vraiment, c'est ça qui me fascine, c'est comment le monde du travail change et quels impacts pour nous au quotidien, que ce soit dans les entreprises, dans l'éducation des jeunes ou pour un entrepreneur qui va mener son entreprise. Et donc, concrètement, pendant 5 ans au New Work Lab, je me suis vraiment dédiée à cette histoire d'état d'esprit entrepreneurial et de compétences entrepreneuriales. Donc, avec des événements et des formations pour promouvoir l'état d'esprit entrepreneurial, donner envie aux gens d'entreprendre, donner envie aux gens d'explorer d'autres choses. Et on a organisé plus de 400 événements. J'ai eu le plaisir d'accueillir plus de 20 000 personnes qui sont passées par les différentes manifestations qu'on a eues, dont certaines qui étaient très connues, comme le Pitch Lab, qui était une compétition de start-up, qui a permis à beaucoup de personnes d'émerger et de vulgariser quelque part le monde de l'entrepreneuriat. Donc, il y avait ce côté vulgariser l'état d'esprit entrepreneurial et le monde de l'entrepreneuriat à travers des événements et des formations, mais aussi un accompagnement des entrepreneurs qui Mhm. avaient envie
n'ont pas uniquement n'avaient pas juste une idée, mais voulaient passer à la concrétisation et à la mise en place opérationnelle de leur projet. Donc, avec des programmes d'incubation ou d'accélération que j'ai menés pendant 2 ans. Enfin, pas l'ensemble du programme a duré 2 ans, mais les batchs étaient plus courts. Ok. Donc, pendant 5 ans, vraiment, mon travail a été 100% dédié au développement de l'entrepreneuriat. Mhm, Et c'est ce qui a construit au final la réputation de New York Lab. mhm, Alors, euh, c'est venu par hasard parce que mes premières propales que je faisais aux grandes entreprises, quand j'allais voir les grandes entreprises, n'étaient pas autour de l'entrepreneuriat, mhm, mais autour des nouvelles façons de travailler. Donc, comment importer cet état d'esprit entrepreneurial dans l'entreprise. Mais c'était beaucoup trop nouveau. C'est-à-dire, en mhm, 2012, les gens ne comprenaient même pas de quoi j'étais en train de leur parler. mhm, Donc, j'avais envie de mettre en place des espaces de coworking pour les entreprises, connecter, transformer la façon dont on travaille en entreprise. Mais c'était beaucoup trop nouveau et donc du coup, euh, j'ai fait avec beaucoup de plaisir l'accompagnement des entrepreneurs mhm. pendant ces 5 années-là et ça a été des années exceptionnelles qui ont vraiment bâti la réputation de New Work Lab. Ensuite, à partir de là, euh, je me suis dit que voilà, au-delà des entrepreneurs, beaucoup de gens qu'on recevait n'étaient pas que des entrepreneurs, c'était surtout beaucoup des salariés profondément insatisfaits dans leur travail et Mhm. qui avaient envie d'être entendus, écoutés et qui avaient envie de trouver un sens dans leur travail et de se réaliser. Et donc, j'ai lancé un autre programme qui s'appelle School of Change, Mhm, qui lui est dédié cette fois aux salariés d'entreprise, donc ils mhm, peuvent venir à titre individuel ou avec leur entreprise pour, en gros, c'est une personne comme une entreprise, enfin, on prend une personne et on lui applique les règles d'une start-up. Donc, en gros, on a envie d'avancer, mais vers quoi? Comment est-ce que chacun peut s'accélérer? En fait, en gros, euh, si quelqu'un ne sait pas ce qu'il a envie de devenir, ben, mhm, il est insatisfait, il avance pas. Donc, c'est extrêmement important de savoir euh, vers quoi est-ce qu'on veut aller, qui on a envie de devenir, et ensuite d'accompagner cette personne pour accélérer sa carrière. Et donc ça, c'est des programmes assez innovants parce qu'ils ne durent que 2 jours. Alors c'est un programme de 2 jours, qui est un bootcamp, sur lequel on a eu des résultats exceptionnels, parce qu'en 2 jours, c'était suffisant pour créer des déclics suffisamment forts pour que les gens changent de manière assez importante dans leur quotidien et puissent progresser de manière suffisamment significative dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent ou quand ils sont venus à titre individuel, ben, ils ont pu trouver des choses qui leur ressemblaient plus. Ok. Et c'est quoi? Quelles sont les thématiques? C'est du développement personnel? C'est des sciences en particulier? Alors, ça peut s'apparenter à du développement personnel. Mhm, Euh, Moi, je ne viens pas du monde du développement personnel et je n'ai jamais euh, suivi de parcours en fait. mhm, mhm. Moi, ce que je me dis, j'utilise les méthodes entrepreneuriales appliquées à la personne. Donc, Ok. en gros, Mhm, une personne, on a envie d'aller. C'est comme si on était un produit, comme si on voulait vendre une start-up. Ben, je suis un produit, mhm, je suis un service. Quelle valeur j'apporte autour de moi? mhm, Quelle valeur je veux apporter à ceux qui m'entourent? Euh, en quoi je me distingue des gens qui sont autour de moi? Comment est-ce que je vais me marketer? Comment je vais communiquer autour de moi? Comment je vais me faire connaître? Donc, on utilise des techniques purement entrepreneuriales appliquées à un individu. mhm. Donc oui, effectivement, donc tout ce qui va toucher le développement personnel, se faire confiance, euh, j'ai- apprendre à se développer, toutes ces choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont très importantes, on va les retrouver. Mais c'est pas le cœur de la réflexion. Hmm. Mais Ça part pas de. ce que je perçois à travers ce que tu dis, c'est une façon finalement d'aider les gens à clarifier leur esprit, à structurer les choses dans leur esprit, voilà, de pouvoir donner une orientation, de pouvoir donner une motivation. Est-ce que c'est de cet ordre-là, pardon? C'est un programme En fait, en gros, ça s'adresse à qui? C'est quelqu'un, en fait, en gros, qui sont les gens qui viennent? Ça va être plus simple. C'est des personnes qui ont un joli potentiel et qui se disent, ben moi je comprends pas, j'ai beau travailler, je suis pas reconnue dans mon entreprise, j'ai l'impression que quoi que je fasse, personne ne fait attention à moi, je comprends pas pourquoi j'avance pas, j'ai l'impression de piétiner, donc qu'est-ce qu'on fait?
Donc, en gros, on se rend compte en travaillant avec ces personnes pendant 2 jours que si elles changeaient juste la façon dont elles voyaient les Mm. choses, et si elles se concentrent sur deux, trois trucs, elles vont pouvoir fondamentalement transformer la façon dont elles se perçoivent et dont les autres les perçoivent dans l'entreprise. Donc, quelque Mm. part, c'est leur apprendre à se valoriser et à valoriser leur travail comme on valoriserait le produit d'une start-up. Ok, magnifique. C'est plus clair pour moi. Et donc là, c'est pour les individus qui sont dans le monde, en tout cas qui sont salariés, qui ont envie euh, de se faire valoir davantage et être plus maîtres, on va dire, de leurs résultats, de comment leur environnement les perçoit. Et pour les entrepreneurs, quels sont finalement tes clients ou tes commanditaires? Est-ce que ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui ont besoin d'un encadrement, un accompagnement, etc. Ou c'est des investisseurs, ou c'est peut-être une entité gouvernementale? Qui est le commanditaire in fine? Sur la partie entrepreneuriale, Ouais, tout à fait. alors, sur la partie entrepreneuriale, il y a une spécificité, on va dire, je pense, marocaine qui est intéressante. Euh, Aujourd'hui, enfin, en tout cas, pendant la période où moi j'ai travaillé 2012-2017, j'étais vraiment focalisée que sur l'entrepreneuriat. Euh, le financement des activités ne peut pas venir de l'entrepreneur, parce que bon, par définition, il n'a pas assez de sous. Donc, les sous qu'il a, il va les plutôt investir dans son entreprise. Donc, l'entrepreneur en soi n'a pas réellement les moyens de pouvoir euh, payer cet accompagnement. Donc, assez naïvement, je pense heureusement que j'ai été assez naïve au début, sinon je pense que je n'aurais pas lancé New Work Lab. Je pensais que si je faisais du super bon travail et que les gens arrivaient à en parler et que les gens étaient au courant qu'il y avait des gens qui faisaient du bon boulot pour accompagner les entrepreneurs, on pouvait facilement trouver des subventions étatiques ou des programmes étatiques qui vont soutenir les programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Alors ça n'existait pas. Ok. Il n'y a pas vraiment de modèle par rapport à ça. Donc il y a la CCG qui est arrivée à partir de 2018 qui a apporté une solution. Mhm. Euh, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Une solution en partielle. Donc ça, c'est par rapport à ce sujet. Le financement ne peut se faire que de la part de fondations ou d'entités internationales ou d'entreprises qui ont envie de pouvoir comprendre cette dynamique entrepreneuriale et de se rapprocher des entrepreneurs. Donc globalement, c'est à travers ça que la plupart des structures d'accompagnement se financent. Mhm. Alors, quand on parle d'entrepreneurs, on comprend le besoin pour les entrepreneurs d'être accompagnés, d'être encadrés, euh, puisque un entrepreneur, en soi, dans son démarrage, il va être dans une zone de fragilité. Par contre, il y a une question qui me taraudait avant de te rencontrer, c'est qu'en est-il des investisseurs? Donc déjà, est-ce qu'il y en a suffisamment? Parce que dans notre pays, j'ai le sentiment, et ça n'engage que moi, que les gens qui ont les moyens ne sont pas forcément dans la prise de risque, vont plutôt investir dans des choses, entre guillemets, plutôt sûres, comme l'immobilier ou d'autres secteurs qui vont leur sembler plus sûrs. Euh, et donc, est-ce qu'il y en a? Et aussi, est-ce que les investisseurs, notamment au Maroc, ont le mindset qu'il faut, ont la formation qu'il faut pour pouvoir investir et donner la chance à un, un start-upper ou un entrepreneur? Quel est ton avis sur ce volet-là? Alors, mon avis. Alors, mon avis, c'est le suivant. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde, bah, comme tu le dis, qui demande une certaine prise de risque et qui invite à penser, à travailler différemment. Donc, nous, au Maroc, on a beaucoup d'hommes d'affaires brillants, beaucoup de dirigeants brillants,
euh, et voilà, qui ont réussi dans le business en général, mais qui n'ont pas le profil type de l'investisseur tel qu'on peut le voir dans d'autres pays, ou de business angel, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un déficit de ce type de personnes au Maroc. Donc ce n'est pas parce qu'on est brillant et qu'on a réussi dans le business qu'on va nécessairement pouvoir euh, investir dans des startups. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la taille des startups, en fait, en gros, beaucoup de jeunes entrepreneurs, quand ils démarrent, ben, ils voient petit parce qu'ils n'ont jamais appris à voir grand. Hmm, D'accord? hmm, Il ne réfléchit pas en centaines de millions de dirhams ou même dizaines de millions de dirhams. D'accord? hmm, Donc, il va proposer un projet à la hauteur de ce qu'il peut concevoir. Un investisseur réfléchit dans une autre. En fait, on réfléchit dans des dimensions parallèles. mhm, Donc, ces dimensions ne se rencontrent pas. Donc, je, c'est c'est un apprentissage et en fait, au-delà de l'investisseur, pour moi, c'est pas tellement une question d'investisseur. Euh, le problème, c'est quelle est la responsabilité d'un certain nombre de personnes qui ont réussi dans le business pour pouvoir accompagner et tirer vers le haut ceux qui veulent démarrer. Il n'y a pas que de l'argent pour aider. Ça peut être l'argent, ça peut être ouvrir un réseau, ça peut être partager des connaissances, ça peut être mentorer. Il n'y a pas qu'une seule façon de pouvoir accompagner un jeune entrepreneur. Or, aujourd'hui, euh, on ne voit pas suffisamment de dirigeants. Il y en a, alhamdoulilah, il y a des très bons réseaux comme le réseau Entreprendre qui va attirer de super bons dirigeants qui vont accompagner les entrepreneurs, etc. Mais on ne va pas avoir suffisamment de dirigeants qui vont investir le monde de la start-up, pas investir financièrement, investir le monde de la start-up, y croire non pas comme un joujou et quelque chose de mignon qu'il faut accompagner, regarder avec oh, c'est mignon ce qu'il est en train de faire, c'est hmm, sympathique, mais comme un vrai enjeu business pour un pays. Parce qu'en fait, quand on parle de start-up, on n'est pas en train de parler d'une petite entreprise, d'une TPE. En fait, start-up, ça ne veut pas dire, c'est pas un autre mot pour dire une petite entreprise. hmm, Une start-up, c'est une entreprise qui a un très fort potentiel de croissance. hmm, Donc, c'est des entreprises qui répondent à des règles de travail et de conception qui sont extrêmement particulières, qui ne sont pas du tout des choses dans lesquelles on a été habitué à réfléchir hmm, en tant que, que dirigeant d'une structure euh, aussi belle soit-elle. Non, attends. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les grandes structures françaises peinent à comprendre le monde de la start-up. Le monde de la start-up, il vient plutôt des États-Unis hmm, et d'un monde qui a été avant-gardiste et différent des structures corporates. Les corporates ont couru derrière les start-up. C'est hmm, pas elles qui ont fait naître le monde de la start-up. Donc, les dirigeants corporates ne peuvent pas être les porte-paroles ou ceux qui vont redéfinir l'innovation et le monde de la start-up. C'est fondamentalement difficile. hmm. Donc, pour moi, la question n'est pas celle de est-ce qu'on a suffisamment d'investisseurs, on n'a pas suffisamment d'investisseurs, est-ce qu'ils se comprennent? Il y a une question complexe, c'est est-ce que les entrepreneurs déjà sont prêts à avoir des projets investissables, c'est-à-dire prêts pour accueillir déjà un projet suffisamment intéressant pour accueillir un investisseur, parce qu'il ne Mhm, s'agit pas d'avoir des gens qui ont des bonnes idées, et tout le monde a une bonne idée. mhm, Il suffit de monter avec le chauffeur taxi, il a plein de bonnes idées, mhm, ça n'en fait pas des choses pérennes. Donc, il y a une différence entre l'entrepreneur qui vient vous voir et qui vous dit ben, moi j'ai une bonne idée, je ne trouve pas de financement. Ben, peut-être que ton idée n'est pas si bonne que ça en vérité. Donc, qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui me prouve que demain tu vas pouvoir porter une entreprise et que je vais pouvoir mettre de l'argent dans ton entreprise? Est-ce que toi-même tu as investi sur toi avant de me demander d'investir chez toi? Donc, il y a une question par rapport à l'entrepreneur et il y a une question par rapport à l'environnement qui va permettre l'éclosion de cet entrepreneuriat. hmm, Entre autres, il y a des investisseurs et des business angels, mais pas que. hmm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer le marché de la start-up marocaine et reprendre les pratiques qui existent en France, aux États-Unis, les appliquer au Maroc, parce qu'on n'a pas le même niveau de maturité. hmm. Donc, euh, un investisseur aujourd'hui, un mec dans le business depuis 20 ans ou 30 ans, et il ne peut pas s'intéresser à une start-up. C'est ridicule pour lui. Le truc, il n'est pas je ne veux pas tout nier, il y a de très belles startups qui ont grandi, qui ont fait des choses exceptionnelles. Et au contraire, elles ont besoin d'être soutenues. Mais il y a un décalage aujourd'hui entre cette rencontre entre les bons
les bonnes personnes d'un côté et les bonnes de l'autre côté et faire en sorte que ça matche. Euh, Ça, c'est peu présent encore aujourd'hui. Donc, ça existe à la marge. On n'est pas, pour moi, le succès du monde de la startup ne se fait pas quand il y a 10, 15, 20, 30 projets qui marchent, d'accord? C'est quand on atteint une certaine échelle qui est significative à l'échelle d'un pays. Donc, pays, on parle macro, on ne parle pas Hmm. de petites opérations euh, ici ou là. En fait, il faut que derrière, il y ait une vision stratégique nationale, en fait. Ben, clairement, Hmm. aujourd'hui, je pense que un des grands problèmes, ben, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou l'éducation ou ce qu'on veut, santé, c'est important d'avoir une vision nationale et de savoir vers quoi est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est pas une histoire de mettre en place un programme par-ci ou un programme par-là, c'est de se dire, ben, aujourd'hui, où est-ce qu'on veut être? Enfin, on est 2020, où est-ce qu'on sera en 2050? Hmm. 2050, ça paraît super loin, c'est dans 30 ans, ça va super vite. Oui. Donc, en gros, le monde est en train de se transformer à une telle vitesse. Hmm. Si on met 20 ans encore, enfin, moi j'ai commencé à parler de l'entrepreneuriat en 2011, 12, on est en 2020, il n'y a aucun programme structuré d'ampleur. Il y a des programmes, mais le but c'est pas d'avoir des programmes, c'est d'avoir quelque chose qui change la donne de manière fondamentale. Hmm. Et quand je parle de changer la donne de manière fondamentale, c'est pas concevoir des programmes pour 10, 20, 100 ou 1000 personnes, c'est concevoir des programmes qui touchent le million de personnes. Hmm. Parce que, pas nécessairement directement, mais il faut qu'on arrive à concevoir des boîtes un jour qui puissent grandir pour toucher le million de personnes. On ne va pas toujours rester à faire des petites boîtes. Donc ça demande nécessairement une stratégie Hmm. pensée. Et une stratégie pensée non pas par des technocrates ou des consultants qui aussi brillants soient-ils, ça demande à ce que ce soit pensé par des gens du terrain qui ont eu l'habitude de se frotter à ce type de problématiques et qui vont pouvoir concevoir des programmes, une vision déjà nationale, Hmm. euh, penser un environnement de développement de tout ça, parce que ça implique à la fois l'éducation, le monde de l'entreprise, parce que, en gros, il faut des talents pour entreprendre, Hmm. et qui seront aussi salariés dans ces entreprises-là. Hmm. Donc, il faut un pool de talents qui est important d'avoir, Hmm. des talents dans le monde de la tech. Aujourd'hui, eh ben, on n'a pas suffisamment de développeurs et ceux qu'on a ben, partent malheureusement pour l'étranger. Donc, ça, c'est Ouais. une vraie question. Hmm. Et aujourd'hui, ben, il faut des marketeurs, de bons marketeurs, pas de bons exécutants, il faut de bons marketeurs, de bons communicants, des personnes qui soient capables de concevoir des produits, qui soient capables de gérer un projet, qui soient capables d'avoir une attention pour le client, de résoudre des problèmes, etc., d'avoir un esprit d'innovation. Donc ça, c'est à l'école que ça se passe. Ensuite, ben, il y a l'entrepreneur qui doit monter son entreprise et donc quel environnement de travail on lui fait. Il y a évidemment la question des entreprises qui doivent avoir des réseaux fluides pour pouvoir acheter le service d'un entrepreneur. Si on met un an et demi pour signer un contrat avec un entrepreneur, il a le temps de mourir 50 fois. Et si on met 6 mois ou 9 mois à le payer, ben, c'est compliqué. Donc ça, c'est aussi de la responsabilité des entreprises et des grandes entreprises de pouvoir mettre en place ces circuits-là. Évidemment, il y a toutes les réglementations à mettre en place côté étatique pour fluidifier la mise en place d'une entreprise. Donc, ce n'est pas uniquement le temps nécessaire pour créer une entreprise. Créer une entreprise, c'est facile. Demain, ça prend Hmm. 48 heures Hmm. ou même une semaine ou un mois, ce que tu veux. C'est la partie la plus simple. C'est pas Hmm. ça qui compte. Hmm. C'est faire en sorte que l'opération du quotidien Hmm. soit simple et Hmm. simplifiée et utile. Donc là, j'ai cité un certain nombre d'acteurs, pas tous, mais c'est pour dire que le problème est plus complexe. On ne peut pas prendre le problème par un bout. Je pense que c'est important de réfléchir en termes de système. Hmm. Il y a pas, on ne peut pas travailler que sur l'entrepreneur. Hmm. Il y a des gens qui travaillent que sur l'entrepreneur ou que sur les réglementations ou que sur ce que doit faire la grande entreprise. C'est concevoir un système global dans lequel ben, ça interagit et ça permet de pouvoir créer un impact véritable et encore une fois au niveau national. Hmm. Parce que pas question pour moi, pour moi c'est une occasion de pouvoir repenser un certain nombre de choses. Pas question d'avoir toujours autant de villes un peu isolées Hmm. où il y a une jeunesse qui est désœuvrée et qui représente ben, une bombe sociale parce que c'est normal quand on n'a rien à faire, ben, il faut bien s'occuper. Donc, Hmm. il faut bien manger aussi. Donc, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas juste pour moi quelque chose de mignon, c'est un puissant outil, s'il est bien utilisé, de transformation d'économie et de société. Hmm.
à tous les niveaux, transformation de l'éducation même, parce que l'entrepreneuriat et le nouvel entrepreneuriat tel qu'il existe avec toutes ces technologies qui sont intégrées demande dès aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est déjà en retard dans le monde de l'éducation, et Mm, normal, tu vois. mm, Donc demain, où est-ce qu'on va être quand l'écart est tellement impressionnant, il va falloir le résorber, mais rapidement, dès mm, maintenant. Donc comment est-ce qu'on repense aujourd'hui les programmes pour permettre aux gens qui vont sortir dans 10 ans d'être employables? mm, mm. Donc ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes En parce fait, que ouais, vas-y, vas-y. Je comprends mieux l'idée de l'écosystème, parce que je t'entendais, tu parlais d'écosystème, d'environnement, etc. Et là, c'est beaucoup plus clair, parce que tu dis, on peut avoir le mindset d'un entrepreneur, on peut avoir une bonne idée, on peut avoir les moyens, mais pour que ce soit généralisé, pour que ce soit fréquent, parce qu'on peut avoir une réussite comme ça ou 10, mais ça changera pas forcément la donne et ça instaurera pas forcément une culture et ça ne permettra pas des résultats pérennes. Mais tu dis, il faut un écosystème, il faut un environnement où, d'un côté, les entrepreneurs s'émulent entre eux par la techno, les idées, l'environnement, et de l'autre côté, les investisseurs qui vont venir à la rencontre de ces entrepreneurs, et tout ça encadré par une vision, une stratégie nationale. Et là, on a plus de chances d'avoir des résultats pérennes dans le temps. Et comme des défis remportés comme d'autres pays, comme la Corée du Sud ou comme d'autres pays qui ont investi sur le savoir et aujourd'hui en tirent les bénéfices. Et pourtant, le potentiel au Ouais. Maroc y est, les talents sont là, parce qu'on sait que on voit nos Marocains quand ils partent à l'étranger, ils réussissent. Et ils réussissent dans les études, ils réussissent dans dans leur carrière. Et donc le potentiel, on va dire, intellectuel est là. Alors, le potentiel est là, c'est bien. Il doit y travailler. Hmm, C'est-à-dire que justement, je pense qu'au Maroc, on a souvent tendance à se reposer sur nos lauriers et nous dire, ben, nous, on a le potentiel, c'est hmm, génial. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec un potentiel s'il n'est pas exploité? hmm, Donc, déjà, est-ce que c'est un bon potentiel? Est-ce qu'on a juste des diamants bruts? Ben, faut déjà continuer à travailler nos propres diamants. Et ensuite, il faut leur donner l'occasion de briller. Donc, on a des gens qui sont brillants, alhamdoulilah, hmm, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que y a de l'autocongratulation permanente de nous dire ben, on a des talents, ben, comme tout le monde. C'est-à-dire dans tous les pays, il y a des gens intelligents, alhamdoulilah, hmm, tu vois. hmm, Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette intelligence? hmm, Comment on l'exploite? Comment on l'oriente? Comment on en fait des agents du changement, des agents du bien, des agents, des personnes qui sont actives, proactives, qui construisent? On a besoin de construire. Je pense que le Covid a mis en avant a permis à, je trouve ce qui est exceptionnel, alhamdoulilah, avec ce Covid, hmm, c'est qu'il a mis à nous euh, toutes nos faiblesses en tant que personne, hmm, en tant qu'entreprise, en tant hmm, que pays. hmm, Donc, les choses sont claires pour chacun, à chacun de, de se poser et de prendre le temps de se poser, de voir hmm, réellement les choses à nu et d'en tirer les conclusions. Donc, les talents, il y en a partout. On en a, comme, comme le Bénin a des talents, comme l'Uruguay a des talents, comme le Japon a des talents, comme la France a des talents, les États-Unis, etc. Tout le monde, alhamdoulilah, a des talents. Maintenant, est-ce que les talents, c'est genre ça représente 5%, 2%, 1% ou 30% de la population? J'en sais rien. Moi, j'ai pas envie de réfléchir. Ça m'intéresse. En tout cas, je sais pas, peut-être que je suis super idéaliste. Je veux pas réfléchir pour 1% ou 2% de la population. hmm, Qu'est-ce qu'on fait de tous les autres? hmm. D'accord? Donc, on a des talents, mais et les autres, ils sont quoi? Évidemment, on les laisse comme ça, assis sur des bancs toute la journée. Donc, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes Hmm, qui, elles, sont une force vive et qui ne demandent qu'à apprendre et à grandir et à se développer. hmm. Super. Donc, Hmm. voilà. Fatem Zahra, comment vois-tu New Work Lab à l'avenir, dans 5 ans, dans 10 ans, dans... Qu'est-ce que tu aimerais que ce projet devienne? Écoute, moi, personnellement,
Je suis en pleine phase de réflexion, donc je ne vais pas pouvoir te répondre de manière extrêmement claire avec, tu vois, genre ma vision dans machin. Tu vois, c'est un peu en contradiction avec ce que je te disais tout à l'heure, mais pas tant que ça, parce que du coup, je pense qu'on vit une période de transition Mm. qui est extrêmement importante et qui change les choses malgré nous, et donc à nous de voir comment est-ce qu'on a envie de surfer sur ça. Moi, je sais que j'ai un engagement personnel par rapport à, à cette éducation et de se dire, ben, ok, le monde a changé, comment est-ce qu'on se prépare par rapport à ce changement? Comment est-ce qu'on se prépare par rapport à toute cette transformation? Et pour moi, la seule chose en vérité qui compte, au-delà d'entreprendre, euh, c'est à travers les états d'esprit et à travers les compétences. Donc, New Work Lab va probablement se transformer en institut de formation Mhm. dans le temps, parce que pour moi, je pense que notre plus grande faiblesse, c'est l'éducation Mm. dans son ensemble, avec tout ce que ça comprend, et on ne peut pas avancer en tant que personne, en tant que pays ou entreprise, si on n'investit pas sur nous-mêmes et sur nos talents, et investir sur non pas uniquement les programmes d'aujourd'hui, mais des programmes qui vous permettent d'être toujours dans le monde du travail dans 5 ans, dans 10 ans. Mm. Parce que là, ça va changer de manière très rapide. La vitesse de changement qu'on va avoir dans les 10 prochaines années n'aura rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mm. Et donc, quelle va être notre capacité, déjà, toi et moi, à rester dans le monde du travail d'ici là? C'est une vraie question, parce Mm. que l'automatisation arrive à la vitesse grand V. Toutes les tâches, peut-être pas au Maroc aussi vite qu'ailleurs, mais ailleurs, ça va chambouler les choses. Toutes les choses qui sont automatisables seront automatisées dans les prochaines années. Et donc, ça va poser une vraie question par rapport à la place de la formation et de l'éducation. Euh, donc voilà, moi, c'est les questions que je me pose fondamentalement. C'est ces questions de changement, éducation, transformation, euh, qui sont finalement dans la continuité que ce soit les programmes entrepreneuriaux ou les programmes pour salariés. Finalement, c'est une synthèse de tout ça. Alors, en parlant d'éducation, tu as une expérience très chouette puisque tu as suivi une formation à Harvard, à l'université Harvard. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette expérience? Alors, j'ai eu, alhamdoulilah, et de manière totalement inattendue, l'occasion de participer 2 fois à des programmes à la Harvard Kennedy School. Mhm. Et 2 fois, c'était des bourses qui sont arrivées, qui sont venues à moi. Donc, alhamdoulilah, c'était pas des choses que j'avais nécessairement attendues. Donc, alhamdoulilah. Écoute, c'était une expérience, c'était 2 fois une expérience exceptionnelle. Pourquoi? Parce que en étant à Harvard, juste sur une semaine, d'un coup, on devient plus intelligent. Pourquoi? Parce que l'intelligence est dans l'air. Non, mais je te jure, c'est un truc de fou en fait. Mieux te lever le matin plus tôt parce que tout le monde autour de toi fait du sport à 6 heures, 7 heures du mat, est en train de courir ou là, fait X ou Y, alors que tu peux pas continuer à dormir. Genre, tout le monde est en train de bouger, tu as envie d'être sportif. Tout le monde est en train d'étudier ou là, de participer ou de construire, tu as envie de construire. Donc, d'un coup, tu as une espèce d'émulation positive qui Mm. te tire vers le haut, qui fait que même si tu étais moyen ou pas bon, à mon avis, tu as forcément envie de progresser. C'est Donc, magnifique. Mhm. ça, c'est quelque chose que rien qu'en y repensant, là, je me dis, ah, j'ai la chair de poule, parce que j'ai hâte de pouvoir de nouveau replonger dans Mhm. ces environnements, pas forcément à Harvard, mais j'espère au Maroc un jour, euh, être entouré de gens positifs, constructeurs, qui apprennent et qui sont en train d'avancer, concrètement par les actions, pas par les paroles. Mm. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement inspirant. Voilà, c'est être dans un environnement qui te tire vers le haut, c'est incroyable. Magnifique. Nous sommes en train de cheminer tranquillement vers la fin de notre échange, Fatem Zahra. J'aime bien solliciter mes invités euh, à ce qu'ils partagent avec nous peut-être un livre qui les a marqués ou un film ou un documentaire sur leur thématique de prédilection. Est-ce qu'il y a récemment une lecture ou un livre ou un documentaire marquant que tu as pu découvrir? Ok, alors je vais te parler de... Je peux en citer plusieurs ou Oui, tu c'est peux en un? citer plusieurs, oui, je t'en prie. Alors, je vais te parler d'un premier livre qui m'a marqué
et qui a été le premier livre qui m'a introduit à l'entrepreneuriat. Mhm. Le livre s'appelle L'entreprise du bonheur. Ok. Donc, a été écrit par un entrepreneur. Alors, je ne sais jamais comment prononcer son nom. Tony Hsieh. C'est écrit H-S-E-I-A. Et Est-ce que donc, c'est pas le CEO de Zappos? si, Ok, d'accord. voilà. Alors, tu sais Donc, que il est décédé. Il est ah bon? décédé hier ou avant-hier. On a appris cette nouvelle très jeune. Il a moins de 50 ans. Pas tout. Je suis Oui, oui, désolée, en fait. ouais, tout Donc, à fait. Parce que nous avons utilisé une de ces citations dans un séminaire autour de la culture d'entreprise chez Intelsia. Et donc, l'un des ambassadeurs d'Intelsia, porteur de sa culture, nous a informé, nous a dit, vous savez, Tony est décédé, et donc ça nous avait un peu touché. Ok, alors du coup, comme je suis un peu devant un écran, je peux pas trop t'exprimer toute l'émotion que ça fait. Mais Je c'est suis peut-être, non, mais c'est peut-être l'occasion de lui rendre un hommage. Tu vois, tu as cité son livre, eh bien, c'est une belle Euh, façon de lui rendre un hommage, sachant que ouais, voilà, euh, il a eu un euh, impact sur toi comme sur beaucoup d'autres un bel personnes. Mhm. euh, par son livre, par son livre et par ses actions. Ok. Parce que voilà, il représente pour moi, en tout cas dans ce qu'il écrit et dans ce qu'il a l'air de dire et de faire, parce que je ne l'ai pas connu et je ne connais pas de gens travaillant directement chez Zappos, il représente pour moi euh, un- une façon assez agréable. Enfin, c'est un leader et c'est quelqu'un qui représente l'entreprise telle que personnellement j'aimerais travailler. Mm, L'entreprise où j'aimerais travailler. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est extrêmement humaine, mm, qui, euh, qui est vraie, mm, d'accord? Et qui n'est pas l'entreprise qui écrit des espèces de valeurs scotchées à un mur mm, euh, pour faire semblant d'avoir des valeurs. mm, Les valeurs, pour moi, étaient en tout cas, sont au cœur de la poste. Et ça m'a permis de me rendre compte pour la première fois qu'on- qu'il n'y avait pas qu'un seul type d'entreprise. mm. Je l'ai lu en 2011. D'accord. Donc, Mm, ça remonte. mm, Après, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, mais en fait, il y a d'autres entreprises qui peuvent exister. Il n'y a pas un seul modèle mm, corporate qui existent. Il y a d'autres façons de penser, il y a d'autres façons de réfléchir. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus, je ne vais pas dire commun. mm, C'est un peu copié, mais pas vraiment égalé, parce qu'il y a cette histoire d'authenticité, de sincérité, et de sincérité pas uniquement du dirigeant, d'alignement. mm, Vraiment, on a cette question d'alignement entre les actions et les paroles mm, et les pensées. mm, Qui est essentielle, parce qu'on peut avoir envie de changer les choses, mais concrètement dans l'action, on ne change pas ses actions. Donc concrètement, l'envie ne sert à rien. Donc cet alignement, il est essentiel. Et donc avoir le courage de prendre parfois des décisions qui ne sont pas des décisions simples parce qu'on a des valeurs et parce qu'on croit en quelque chose. Et avoir le courage d'être différent mm, et d'assumer sa différence. mm, Euh, que, voilà, moi, ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué mhm. dans le livre et je le recommande. Et je suis vraiment triste d'apprendre en direct là. Vraiment, je te jure, ça me fait peur. Donc voilà, donc là, c'est cool. Ben, mon cerveau vient de. Je suis de là. J'ai peur de découvrir que personne suivante est morte aussi. Non, je rigole. Ah, Je sais pas. Tout de suite là, attends, je vais me tourner parce que là, il y a longtemps. Lequel je vais te conseiller? Ah, Good to Great. Voilà, ça c'est un bon bouquin. Ça. ok, Jim Collins, ça ok, c'est sur le leadership et tout ce qui est greatness. Et donc, c'est comment concevoir des entreprises d'exception. On voit bien que l'humain, de nouveau, est au cœur du dispositif pour penser ces entreprises-là. Voilà, c'est un super livre. super. Ok, Fatem Zara, je te remercie énormément pour cet entretien, pour cet échange. Est-ce qu'il y a un dernier mot, une dernière chose que tu aimerais partager avec nous? Écoute, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir cet échange. Vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas fait j'ai pas eu d'interview, donc Ok. merci
Merci pour ce moment hyper agréable, qui est un moment d'échange, mais aussi de réflexion, de mon côté aussi, sur un certain nombre de sujets. Je te félicite M- pour le podcast. Je Merci sais que c'est beaucoup beaucoup. Merci euh, beaucoup. d'engagement de ta part et hâte de pouvoir continuer à te suivre et collaborer ensemble, construire quelque chose, je sais pas, mais voilà, je suis sûre qu'on ne s'est pas croisés juste comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fatem Zara pour cet échange et à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.